Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier débat du comité monégasque antidopage. Régulièrement, à travers ce format, nous essaierons, dans la mesure du possible, de poser les grands enjeux de la lutte contre le dopage et d'en aborder les nombreuses problématiques. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir les docteurs Jacomet et docteur Bermond. Alors, docteur Jacomet, vous êtes membre du comité monégasque antidopage, vous êtes médecin, pharmacologue, toxicologue, spécialisé dans les questions du dopage. Et docteur Bermond, vous êtes membre de la commission d'AUT, vous exercez à l'Institut monégasque de médecine et chirurgie du sport et vous êtes médecin du sport. Alors, la première question que nous aimerions vous poser, c'est qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a poussé à vous intéresser aux questions du dopage? Moi, en ce qui me concerne, c'est d'avoir pratiqué plusieurs sports en compétition et d'être surtout diplômé en chimie et en physique. Et ça m'a beaucoup servi pour les analyses de laboratoire. Comme j'ai la chance d'avoir une pratique quasi exclusive de la médecine du sport et que je suis aussi physiologiste de l'exercice, c'est-à-dire que je m'intéresse à tous les déterminants de la performance, c'était assez logique que je sois un jour ou l'autre confronté à la problématique du dopage, puisque l'essence même du dopage, c'est d'augmenter la performance physique et la performance psychologique et donc la performance sportive, et qu'il peut y avoir aussi des effets indésirables qu'on peut être amené à traiter en tant que médecin du sport. Depuis que vous avez commencé à vous spécialiser sur ces questions, comment les enjeux de la lutte contre le dopage ont-ils évolué? En d'autres termes, quelles sont les évolutions marquantes du dopage et de la lutte contre celui-ci durant les 30 dernières années? Alors, c'est moins que 30 années, c'est plutôt une quinzaine d'années. Il y a eu une amélioration spectaculaire des analyses de laboratoire grâce au perfectionnement de certaines méthodes physiques. Et en plus, on bénéficie de la participation des chimistes pour détecter les molécules qu'ils ont fabriquées. Donc ça va dans le sens d'une meilleure collaboration entre professionnels scientifiques et une amélioration des analyses de laboratoire, mais pas depuis plus de 15 ans. Pour ce qui concerne le dopage lui-même, et non pas la partie analytique, on voit très bien l'évolution, c'est-à-dire dans les années 70, par exemple, les années 70-80, c'était vraiment la période des stéroïdes anabolisants. Il y avait du dopage avant, avec notamment des stimulants, des amphétaminiques, etc., la Deuxième Guerre mondiale et après. Et puis on a bien vu le tournant avec le début des années 90, avec les molécules qui permettent d'augmenter le transport d'oxygène, donc notamment l'érythropoïétine, qui reste quand même toujours une molécule au top niveau du ce qu'on appelle le PO. Voilà, le PO, avec les stéroïdes anabolisants aussi. Donc en fait, c'est assez intéressant de voir que les vieilles molécules tiennent toujours le haut du pavé. Une évolution marquante, je pense, ça a été l'avènement du passeport biologique, parce qu'en fait, c'était, même au niveau du paradigme de la lutte antidopage, c'était un grand changement dans la mesure où on ne faisait plus uniquement de l'analytique dans les urines, c'est-à-dire qu'on n'était pas amené à prouver que quelqu'un était dopé uniquement parce qu'on trouvait une molécule interdite dans ses urines, et simplement sur la base de variations de paramètres hématologiques ou physiologiques. Donc c'était un changement à la fois au niveau de la lutte antidopage, mais même aussi au niveau des conséquences légales. C'était véritablement une révolution. Pour le site du comité monégasque antidopage, nous avons interviewé Sir Sébastien Mco, qui est le président de l'I2AF, à la question de savoir si nous nous trouvions dans une meilleure situation concernant le dopage qu'il y a 10 ans ou même 30 ans. Il répondait « Nous sommes à des années-lumière de ce qui se passait quand il courait ». Est-ce que vous partagez cet avis, docteur Baron? Alors, c'est très ambigu comme réponse, parce qu'on est des années-lumière, mais on ne sait pas dans quelle direction, quoi. Oui, on est à des années-lumière, mais parce que le dopage s'est complexifié, parce que les protocoles sont de plus en plus complexes, les protocoles de tricherie sont de plus en plus complexes, donc les protocoles d'analyse doivent être aussi. Maintenant, si on regarde simplement la prévalence du dopage, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus de dopage maintenant qu'avant, très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on ait véritablement amélioré la situation.
on contrôle peut-être un petit peu mieux les effets du dopage, c'est-à-dire que les mailles du filet se resserrant, on n'a plus d'augmentation complètement délirante de la performance qu'on pouvait voir en cyclisme, par exemple, dans les années 90, au début des années 90. D'ici à dire qu'il n'y a plus de dopage, c'est quand même très très loin. Il y a, c'est à la fois vrai et exagéré, parce qu'il y a plus de médicaments disponibles, on les connaît beaucoup mieux avec certitude, donc des médicaments efficaces utilisés de manière efficace, mais l'envie de se doper a toujours existé. Comme dit le Dr Bermond, il est évident que l'envie de se doper est consubstantielle à la recherche de l'effort maximal, et ça date de tout temps, c'est pas simplement il y a 50 ans ou maintenant, ça sera toujours pareil. Alors les années-lumière dont parle Sébastien Coe, c'est probablement dû à l'utilisation de l'érythropoïétine et de l'hormone de croissance. Parce que c'est les deux produits qui ont véritablement révolutionné le dopage. Quelqu'un qui en prend et qui a la certitude que les autres n'en prennent pas est sûr de gagner. Il n'y a pas d'égalité à ce moment-là dans la compétition. Docteur Jacomet, on compare souvent la lutte actuelle contre le dopage à la lutte contre la drogue et la toxicomanie. Est-ce que cette comparaison est pertinente? Non, elle n'est pas pertinente parce que c'est pas le dopage qui est addictogène, c'est pas le dopage le problème central en matière d'addiction, c'est le sport qui est l'addiction. Le dopage est un moyen d'assouvir son addiction au sport et d'avoir des résultats, d'obtenir de la reconnaissance, d'obtenir des médailles, d'obtenir des revenus, d'obtenir toutes sortes de gratifications. Donc le dopage est à mettre en relation avec la pratique addictive du sport, et qui bien sûr c'est le sport de très haut niveau qui est addictogène. Le sport en soi, c'est une envie permanente de l'être humain, donc c'est un pouvoir addictogène à minima et répandu, généralisé, etc. Mais c'est le sport de très haut niveau qui est très addictogène. Et donc le dopage est un moyen de satisfaire sa propre addiction au sport. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Jacomet, même si effectivement la lutte contre le dopage, au même titre que la lutte contre les addictions, a un volet répressif et a un volet préventif. Donc c'est vrai qu'on serait même de penser qu'il y a beaucoup de choses en commun. Surtout dans cette augmentation des mesures, ce surarmement des deux côtés. Oui. Donc on prend la drogue, surarmement des trafiquants, surarmement des mesures anti-trafiquants, et dans le dopage, on assiste aussi à cette évolution. C'est vrai, mais je pense que les motivations sont, comme l'a dit Yves, un petit peu différentes, même s'il y a quand même des zones d'intersection, d'interpénétration, parce que vous avez malheureusement des cas illustrés, dramatiques d'ailleurs, de sportifs dopés qui sont devenus ultérieurement de véritables toxicomanes et qui, pour certains d'entre eux, en sont morts d'ailleurs. Mais c'est loin d'être la règle générale. C'est-à-dire qu'on voit très bien que la plupart des sportifs dopés qui ont été reconnus dopés ou qui ont eux-mêmes reconnu s'être dopés, une fois que leur carrière sportive est arrêtée, retrouvent une vie, je dirais, normale et n'ont pas plus de risques, à mon avis, que tout un chacun de devenir des toxicomanes. Donc on dit souvent que la lutte contre le dopage relève de l'éternel combat du gendarme et du voleur, avec un voleur qui a au minimum une longueur d'avance. Le logo du CMA est d'ailleurs Héraclès, qui parvient à venir certes à bout de l'hydre de Lerne, mais qui est aussi condamné à nettoyer les écuries d'Augias, éternellement souillées. Pensez-vous qu'il s'agisse là d'une fatalité et que l'antidopage est condamné à courir éternellement contre le dopage? Docteur Bermond. Difficile de répondre à cette question. On a l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, que l'écart se resserre, parce que comme l'a dit le docteur Jacomet, effectivement, on a fait énormément de progrès en chimie, en physique. On a la participation active de certains scientifiques maintenant de haut niveau dans la lutte antidopage. Donc on peut être proactif, y compris par rapport au type de produits qui vont être mis sur le marché, et donc peut-être designer en même temps les méthodes qui permettraient de les identifier. Mais tout ça, il y a quand même un gros facteur limitant dont personne ne parle, c'est le temps d'une part, mais surtout l'argent. Parce que tout ça coûte énormément d'argent, et au bout d'un moment, on se demande si vraiment on va arriver à suivre cette complexité avec l'augmentation des coûts, si ça ne va pas être in fine un facteur limitant. Donc, oui, probablement, l'écart se resserre. Est-ce que pour autant on arrivera à le mettre à zéro? Je ne pense pas.
Moi, je suis d'un avis radicalement opposé à ce qu'on entend d'habitude. C'est-à-dire, je pense que le gendarme est en mesure de rattraper le voleur dans tous les cas. Ce qui freine le gendarme, c'est la société. C'est-à-dire que la société, si elle n'a pas intérêt à lancer les grands moyens tout de suite, elle va compter d'abord sur la prévention, l'éducation et la réaction du corps social qui provoque et stimule une autodiscipline. Et les sportifs sont très favorables à l'autodiscipline puisqu'ils font la police eux-mêmes à l'intérieur des pelotons de compétition, de sportifs de très haut niveau qui seraient susceptibles de fausser les classements. Donc le problème du gendarme et du voleur se pose en réalité surtout pour le sport de très haut niveau parce qu'il génère de très hauts revenus. Et les très hauts revenus, par définition, attirent les personnes les plus cupides et les comportements les plus cupides. Donc c'est là qu'il faut lutter, parce qu'il y a certainement plus d'intérêt à moraliser ces comportements à ce niveau-là, plutôt que dans le sport amateur, le sport ordinaire, ou le sport sans résultat, si on peut dire, sans résultat financier en tout cas. Pour continuer sur cette question, selon le dernier rapport de l'AMA, donc moins de 2% des échantillons testés sur environ 400 000 tests par an reviennent positifs. On est assez loin de l'idée généralement répandue du tous dopé, mais que dire de ces chiffres? Existe-t-il un moyen de savoir où en est la lutte contre le dopage par rapport au progrès du dopage? En d'autres termes, est-ce que l'on a une idée de la distance qui sépare le gendarme du voleur? Ça, c'est la vaste question des faux négatifs dans les analyses de laboratoire, qui sont innombrables, sur lesquels on n'insiste jamais, et les sportifs en bénéficient, mais ils n'y sont absolument pour rien. Le laboratoire est un instrument de dissuasion, et ce n'est pas un instrument infaillible de la répression. Donc il faut replacer le laboratoire dans un contexte où il participe à la chaîne de contrôle antidopage, mais pas comme élément déterminant dans tous les cas. Je suis d'accord avec Yves Jacomet. Probablement, c'est vrai que par le biais des faux négatifs, on a une sous-estimation très claire du nombre de cas positifs. 2%, ça paraît ridicule. On peut trouver certains rares articles qui évoquent plutôt des pourcentages de l'ordre de 10, 15, 20%. Mais là aussi, c'est à moduler parce que de quel dopage parle-t-on? Où? Dans quel pays? Dans quelle discipline? Dans quel sport? On sait qu'il y a des pays qui ont fait une triste actualité récemment, comme la Russie par exemple, où le dopage était un dopage quasiment obligé, de type étatique, endémique. Donc c'est clair que dans ces pays-là, les statistiques sont beaucoup plus élevées. On a d'autres pays en athlétisme toujours, comme le Kenya, qui pose problème. On a des fédérations qui maintenant balayent un peu devant leur porte, mais comme l'haltérophilie par exemple, qui encore il y a quelques années était victime de cas de dopage extrêmement fréquents. Donc c'est très difficile de faire un amalgame et de mélanger tout le monde partout. Alors, quelles sont les principales substances et méthodes utilisées aujourd'hui? Quelles sont celles que l'on soupçonne d'exister? Et quelles sont celles qui pourraient intervenir demain? Dr. Jacomet. Au sommet de toutes les substances dopantes, il y a l'érythropoïétine et l'hormone de croissance. Donc elles sont incontournables. La menace de sanction est celle d'une radiation à vie, évidemment, lorsque l'utilisation est prouvée par tout moyen, pas que le laboratoire. C'est deux substances qui transforment un âne en cheval de course. Donc, on ne peut pas les passer sous silence et on ne peut pas faire comme si la lutte contre le dopage n'allait pas les chercher systématiquement. Il faut bien sûr les rechercher systématiquement. Pour ce qui est des méthodes en dehors de ces deux médicaments, les nouvelles méthodes, c'est essentiellement le dopage génétique. Sinon, les médicaments suivent leur cours normal, sont évalués, deviennent de bons médicaments ou pas, de bons dopants ou pas, etc. Le dopage génétique, c'est l'apprenti sorcier. On ne sait absolument pas ce que ça fait. On n'aura probablement jamais assez de recul pour obtenir la certitude de ce qu'on recherche. Et c'est certainement à éviter. En plus de ça, ça coûte cher. Il n'est pas du tout certain que les sportifs puissent vraiment se tourner vers le dopage génétique, ou en tout cas, il sera toujours limité. Les vieilles méthodes seront toujours les meilleures. D'abord parce qu'elles sont éprouvées, on a 50 ans de recul en pharmacologie, on sait exactement ce que font
les médicaments les plus anciens. Ils sont pas chers parce qu'ils sont amortis financièrement. Ils sont facilement disponibles. Donc c'est cela qu'il faut rechercher en premier parce qu'on entre dans le dopage d'abord par les vieilles méthodes et les vieilles recettes. Oui, effectivement, l'érythropoïétine reste probablement la Rolls-Royce. Je serais un peu plus modéré sur l'hormone de croissance parce qu'on a finalement assez peu de données là-dessus, notamment en termes de contrôle positif à l'hormone de croissance. Alors même si le test de détection de l'AGH, l'hormone de croissance, pose encore question, il y a une bonne vieille molécule aussi qui est très très largement utilisée, c'est la testostérone, à la fois chez l'homme et surtout chez la femme. Dans certains pays, la testostérone est donnée pour certaines sportives de manière quasi systématique, et c'est clair que ça augmente la performance musculaire, mais ça augmente aussi la capacité de transport du sang, puisque c'est un facteur électropoïétique, au même titre que l'EPO. D'ailleurs, quand l'EPO n'existait pas, on donnait à nos patients insuffisants rénaux qui étaient anémiques, on donnait de la testostérone ou des stéroïdes anabolisants. Donc ça reste effectivement des valeurs sûres, entre guillemets, et il faut bien sûr le mettre entre guillemets. On voit malgré tout une évolution alors dans la complexification des protocoles d'utilisation de ces vieilles molécules, mais ces vieilles molécules sont utilisées avec des protocoles de plus en plus sophistiqués pour justement limiter les fenêtres de détection, parce que c'est ça le but avéré des tricheurs. Et puis on a aussi des nouvelles molécules, alors sans aller jusqu'au dopage génétique, on va dire semi-génétique, c'est-à-dire ce sont des molécules qui agissent sur la modulation métabolique, c'est-à-dire que vous avez, bon c'est un peu complexe à expliquer comme ça, mais vous avez des molécules qui modifieraient le métabolisme ou l'expression de certains gènes sans pour autant altérer le génome, il y a des molécules comme l'ICAR par exemple, des choses comme ça, ou des petits peptides qui favoriseraient aussi la sécrétion d'hormones naturelles, ça ce sont des choses qu'on voit arriver. Et puis effectivement, comme l'a dit Yves, il y a le dopage génétique, dont on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle en termes d'utilisation. C'est vrai que c'est jouer l'apprenti sorcier parce qu'il suffit simplement de regarder les essais cliniques pour traiter des patients malades, et là on ne parle plus de sportifs. Il n'y a quand même pas eu tant de succès que ça. C'est très compliqué, et notamment un problème qui est particulièrement compliqué, c'est le problème du contrôle de l'effet. C'est-à-dire que si vous modifiez le génome, certes, vous le modifiez, mais il faut que vous soyez quand même sûr que vous ne surexprimez pas quelque chose et que vous arrivez à contrôler l'effet de ce que vous avez fait, de ce que vous avez provoqué. Et ça, c'est un gros souci, c'est quelque chose qui, je pense, devrait faire très peur aux sportifs, parce qu'effectivement, c'est un risque réel. Sur ces substances couramment utilisées, vous avez dit qu'on avait du recul, un non-recul dessus. Est-ce qu'on pouvait nous résumer les effets de, par exemple, le PO ou de l'hormone de croissance, non seulement en amélioration de performance, mais aussi en risque sanitaire derrière? Les effets de l'EPO et de l'hormone de croissance, c'est pas compliqué. L'hormone de croissance rend plus fort et l'EPO permet de respirer mieux. Donc pour un sportif, c'est les deux effets recherchés. On est absolument certain de décupler ces résultats lorsqu'on a des molécules efficaces de ce genre. Pour ce qui est des effets indésirables, le sport à outrance provoque un épuisement de l'organisme. Si on ne respecte pas les phases de récupération, on risque un vieillissement prématuré. Et le vieillissement prématuré entraîne forcément un cancer, puisque le cancer est une maladie de la vieillesse. Donc les athlètes qui font du sport sans respecter les phases de récupération, mais actuellement les autorités fédérales ont mis le haut là depuis quelques années, risquent d'avoir des cancers prématurés. Oui, il y a des effets. Alors, paradoxalement, même si ce n'est pas très pédagogique, l'érythropoïétine utilisée de manière, on va dire, intelligente, je pense, est relativement peu dangereuse. Par contre, il y a eu des morts, notamment en cyclisme avec l'utilisation de l'EPO, parce qu'au début, on utilisait des doses massives. Et effectivement, on a eu des problèmes de phlébite, de thromboembolisme, de mort subite, etc. L'hormone de croissance, on ne sait pas très bien quantifier. On connaît la toxicité théorique de ce médicament, parce que c'est facteur de croissance, donc il y a toujours le spectre, effectivement, d'augmenter la fréquence des cancers. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faut revenir aussi sur une bonne vieille famille de molécules qui sont les stéroïdes anabolisants, qui sont encore très très largement utilisés, qui ont une toxicité avérée, alors variée, mais avec des syndromes de virilisation chez les femmes, toxicité hépatique, problème de stérilité chez l'homme, chez la femme, cancer du foie, etc. Donc effectivement, ce sont des molécules qui sont dangereuses, surtout pour ce qui concerne les stéroïdes anabolisants, et ça Yves pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi, pour ce qui concerne les formes orales.
Les formes orales sont vraiment à bannir parce qu'elles ont une toxicité hépatique extrêmement importante. Docteur Jacomet, sur les stéroïdes anabolisants, sur les effets indésirables. Le problème, c'est qu'on a, comme pour tous les médicaments, on a un retour clinique, c'est-à-dire on a le retour de terrain. Quand un médicament rate sa cible, le patient ne le prend pas. Donc le sportif, c'est pareil. Si le produit dopant ne le satisfait pas, soit parce qu'il est inefficace, soit parce qu'il présente des effets indésirables insurmontables, il arrêtera de le prendre. Donc tant qu'on a la preuve, et on l'a bien sûr, que les sportifs prennent des produits dopants, tel ou tel produit défini, bien identifié, c'est la certitude que ces médicaments présentent relativement peu, ou voire pas du tout, d'effets indésirables sur le moment. Alors bien sûr, quand c'est pris en excès, de manière irrationnelle, de manière non contrôlée, etc., sans compter à long terme le cancer, bien sûr, on notera des effets en aigu. Mais ça reste rare, enfin c'est devenu rare, parce que l'utilisation des produits médicamenteux est de plus en plus maîtrisée, vu qu'il y a eu une intervention illicite, anormale, irrégulière de professionnels de santé dans les circuits du dopage, mais les accidents en aigu sont assez rares. C'est toujours, le patient ne prend pas son traitement si ça lui porte un préjudice quelconque. Donc des mesures de plus en plus strictes sont mises en place par l'AMA pour lutter toujours plus efficacement contre le dopage. Donc il y a les exclusions des délégations et des fédérations tout entières, il y a les suspensions rallongées, il y a la conservation des échantillons plus longue, il y a le passeport biologique. Quel regard portez-vous sur les différents dispositifs de la lutte contre le dopage? Alors moi je pense que c'est une bonne chose, c'est clair, de pouvoir faire des réanalyses 4 ans, 6 ans, 8 ans après, c'est important. Même si c'est vrai que malheureusement ça ne répare pas le dommage. Vous avez été spolié d'une médaille et on vous redonne de manière anonyme 8 ans après une médaille, bon, c'est avec un goût très amer. Le passeport hématologique est un réel progrès. Je pense qu'il y a quand même un levier qu'on n'a pas activé jusqu'à présent, et qui est à mon avis un levier important, c'est le levier des sanctions financières. Et là, on sort complètement du cadre de la médecine, de la pharmacologie, de la toxicologie, de la chimie. Et je pense tant qu'on n'appliquera pas des sanctions financières individuelles ou collectives aux gens qui sont convaincus de tricherie, on aura un effet toujours très limité des politiques antidopage. Parce que quand même, il ne faut pas oublier, comme disait le docteur Jacomet, que pour ce qui concerne le sport professionnel, le sport de très haut niveau, la motivation première de tout ça, c'est quand même l'argent. Donc si vous attrapez les gens par où ça leur fait mal, vous avez quand même de fortes chances d'avoir un effet dissuasif important. Docteur Jacomet. Toutes les mesures de lutte contre le dopage sont bonnes à prendre. On ne peut pas admettre que le classement des sportifs soit basé sur la fraude. Les sportifs eux-mêmes s'en comptent, puisque les sportifs vivent de l'application d'un règlement connu de tous et de manière objective, avec une sanction immédiate. Donc il n'y a pas d'activité plus parfaite dans une société que le respect d'un règlement par tous, à tout moment, avec une sanction immédiate qui sanctionne toute fraude ou toute déviance. Donc le sport, de ce point de vue-là, est une activité exemplaire dans une société. Et il est évident que lorsque les sanctions ne ratent pas leur cible, que les moyens de lutte sont modérés et adaptés à l'objectif, toutes les mesures sont bonnes à prendre et c'est une bonne chose, bien sûr, que tout le monde joigne ses efforts pour arriver à un sport propre. Donc on le voit ces derniers temps, le dopage semble être au cœur d'enjeux qui le dépassent très largement. Il y a au centre de grandes plaques tectoniques sociales, éthiques, culturelles, économiques, politiques, géopolitiques de notre époque. Et in fine, dans le système actuel de l'AMA, c'est quand même l'athlète qui est au centre de la sanction, qui est pointé du doigt dès qu'il est pris la main dans la boîte à pharmacie. On en demande de plus en plus aux sportifs. On peut penser au dernier championnat de vélo, de cycle sur piste à Doha, avec des températures inhumaines. On les porte très rapidement au pilori, même avant le test de l'échantillon B, etc. On est quand même dans une époque où l'injonction de la performance, du dépensement de soi, est portée en véritable culte, avec des conduites dopantes, toutes les conduites dopantes que ça peut entraîner. On ajoute à ça des enjeux financiers énormes, des enjeux politiques aussi très colossaux. Quel regard portez-vous sur ces grandes contradictions? Est-ce qu'il y a un moyen de les dépasser?
docteur Bernard? Alors, c'est une question un peu longue et compliquée. Je pense qu'il y a plusieurs volets. Il y a effectivement ce que vous évoquiez en premier, c'est-à-dire le sportif dopé est-il le seul coupable? Clairement, de moins en moins. On voit bien qu'il y a des systèmes, et l'exemple de l'athlétisme russe en est vraiment, enfin, du sport russe en général, même si je ne vais pas être très diplomatique là, dans cette interview et caricatural. Il est même édifiant d'ailleurs, parce que si vous me permettez une petite parenthèse, vous apercevez des méfaits du dopage, non seulement au niveau individuel, mais au niveau d'un pays. Je m'explique. Dans les années 50-60, la Russie avait les meilleurs théoriciens de l'entraînement au monde. On ne va pas détailler, mais croyez-moi, dans les années 50, 60, 70, il y avait des théoriciens de l'entraînement qui ont fait école et dont les théories ont été appliquées et sont encore appliquées partout dans le monde. Donc il y avait dans ce pays une véritable richesse sur les ressources de l'entraînement, avec un potentiel, bon alors servi par une idéologie politique, certes, etc., mais il y avait vraiment véritablement quelque chose. Et puis, parallèlement à ça, s'est instauré un dopage étatique, qu'on a connu dans les années 70, 80, avec le bloc de l'Est, etc., dont on a eu la naïveté de croire qu'en fait, dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, c'était arrêté. En fait, pas du tout. La Russie a continué, et on en a eu la démonstration évidente récemment. Et alors, c'est quoi le problème de tout ça? Le problème de tout ça, c'est que le dopage, c'est un raccourci. C'est-à-dire que vous oubliez le chemin que vous devez prendre tous les jours, le chemin normal, et vous ne prenez que le raccourci. Et quand pendant des décennies, vous avez pris tous les jours le raccourci, vous ne savez plus où est le vrai chemin. Et dans la problématique russe, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que quand vous avez, de manière systématique, pendant des décennies, dopé vos athlètes, eh bien, vous n'avez plus besoin d'avoir les grands théoriciens de l'entraînement, les grands médecins, les grands physiologistes qui les ont connus dans les années 70-80. Donc vous avez une paupérisation scientifique de la discipline sportive avec tout ce qu'elle entend. Et c'est très difficile de revenir en arrière, parce que quand vous avez un chef d'État ou enfin disons un pays qui prône, et qui est quand même un des rares pays au monde, même la Chine a abandonné ça, il n'y a plus que la Corée du Nord et la Russie aujourd'hui pour faire ça, qui prône les valeurs du pays au travers des performances de sportifs, et bien c'est sûr que si du jour au lendemain on vous enlève ça, avant d'avoir un de vos sportifs sur les podiums, ça va vous prendre 5 à 10 ans, parce qu'il faut reformer tous les cadres, toute la logique, etc., etc. Donc on voit bien que là, c'est au niveau géopolitique, politique et sociologique, c'est extrêmement intéressant. Et on comprend aussi pourquoi certains de ces pays sont très réticents à se mettre aux normes, parce que pour eux, ça serait une perte d'image terrible, et c'est pas acceptable. Donc, enfin, ça, c'était un gros aparté. Je vais peut-être laisser Yves commenter ça, et puis on pourra peut-être aller plus loin. Docteur Lacombe. La question est longue, il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects. D'abord, je pense que la lutte contre le dopage porte ses fruits, et de manière évidente. Tout le monde a remarqué qu'il n'y avait plus de numéro 1 mondial pendant 10 ans, sans discontinuer, jour après jour, mois après mois. Donc c'est bien la preuve que quand les contrôles antidopage se multiplient dans une discipline, et actuellement ils le sont dans toutes les disciplines, les classements sont bouleversés. Ça donne raison a posteriori sur la mise en doute de certains classements dans le passé. Cela dit, il ne faut pas croire que le sportif verra son image se dégrader. L'image du sport peut-être, dans son ensemble, comme activité intégrée à la vie sociale. Mais le sportif, il continuera à être admiré, envié, respecté. Surtout que on voit ces dernières décennies que le nombre d'amateurs de sport, spectateurs ou pratiquants, augmente par millions, et qui sont bien à la recherche d'une activité dans laquelle l'homme est irréprochable, censé l'être, à tort ou à raison, peu importe, mais en tout cas, il y a toujours ce fameux règlement et ce fameux respect de l'adversaire. Alors que dans nos sociétés, et donc quand il éteint la télévision ou qu'il arrête de pratiquer son sport, il voit qu'il vit dans des sociétés totalement déréglées, dont les règlements sont incompréhensibles, inapplicables, et où, sous les prétextes les plus futiles, on ne respecte même plus son prochain. Donc il y a très peu de chances que le sportif soit victime de ce que l'on voit dans la société, parce que c'est une activité totalement différente. On est dans une activité où c'est le plus fort qui gagne, et la lutte contre le dopage le permettra encore dans les années qui viennent,
au lieu du plus malin. Dans la société, c'est le plus malin, c'est pas le plus fort. Tout le monde a des exemples par milliers de gens qui sont passés devant un autre qui était beaucoup plus fort, beaucoup plus brillant, etc. Donc le sport restera certainement une activité de référence et un emblème à brandir devant la jeunesse. Et c'est d'ailleurs au nom du respect de la jeunesse et de l'éducation qu'on lutte contre le dopage. C'est pour donner une image aux enfants de quelque chose qui fonctionne vraiment bien dans notre société. Docteur Bernard, sur cette question à multiples facettes. Oui, le sport, même s'il est très malmené, doit rester un sanctuaire, même si ce mot sanctuaire ne veut plus dire grand-chose. Mais je suis d'accord, parce que le sport, c'est la règle, et sans règle, il y a plus de sport. Enfin, en tout cas, il y a une activité physique, mais il n'y a plus de compétition. Donc, ça perd son essence et ça perd même son sens, quoi. Après, pour l'autre partie de votre question, je crois que ça touchait plutôt c'était plutôt par rapport à... Alors, soit sur le... Mais ça, je pense que vous avez bien répondu sur le fait que l'athlète était un peu seul au monde face aux sanctions. Ouais, ça, c'est clair que non. Enfin, oui, il est seul au monde. Il est seul au monde, mais il ne devrait pas. Et je pense que quand même, l'arsenal juridique permet maintenant, et on commence à avoir de plus en plus de cas, de sanctionner l'entourage, les médecins, les entraîneurs, les fédérations, et même certains comités olympiques, etc. On voit bien avec les suspensions récentes de certains pays. Donc les choses changent, c'est en train de changer. Seulement, c'est sûr que c'est compliqué. Et puis, il faut un courage politique pour faire de la lutte antidopage. On l'a bien vu, sans rentrer dans les détails, mais on l'a bien vu juste avant ce qui s'est passé avant les derniers Jeux Olympiques d'été. Il faut un certain courage pour suspendre une fédération, suspendre un pays, avec toutes les implications politiques et financières que ça peut avoir. Donc là, c'est clair qu'on dépasse très largement le cadre du sport. Donc c'est compliqué, mais je crois qu'il faut rester droit dans ses bottes tout le temps. Dans le livre 3 de l'éthique, Spinoza pose la question suivante: que peut un corps? Dans ce livre, il dit à son époque, en tout cas, on n'était pas capable de le savoir. Est-ce que depuis, déjà, on en sait un peu plus sur les limites physiques d'un corps? Et en dehors d'une amélioration illicite ou biomédicale des performances, est-ce qu'il existe encore à l'homme des marges de progression? Alors je vous demande ça parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que les records du monde établis dans les années 80 dans de très nombreuses disciplines évoluent assez peu. Il n'y a pas comme soit un numéro 1 mondial qui reste et qui expose tous les records. Il y a même des records qui traînent depuis 20 ou 30 ans. Est-ce qu'il y a encore une marge de progression physique dans l'homme? Est-ce qu'on a atteint un palier et ça va redémarrer? Qu'est-ce qu'on sait de ces limites physiologiques Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a, pour les records des années 80 au sens large que vous évoquez, il ne faut pas oublier quand même que beaucoup d'entre eux ont été établis sous dopage massif qu'on ne reproduira, j'espère, plus jamais. Donc, il y avait un avantage, c'était l'avantage que décrivait le docteur Jacomet tout à l'heure, qui était tellement important, qu'on a mis la barre tellement haut, que bien sûr, ces records seront battus un jour, mais ils seront battus peut-être pour certains d'entre eux dans 5 ans, 10 ans, dans 15 ans, 20 ans. Même si on prend les records des années 2000 à aujourd'hui, ça se tient. Oui. Il n'y a pas une évolution très impressionnante. Alors, la marge diminue parce qu'effectivement, les techniques d'entraînement se perfectionnent de plus en plus et donc les gains deviennent de plus en plus marginaux. Je pense toutefois que ça reste une échelle ouverte. Je ne pense pas qu'il y ait une limite fixée pour toujours. Et l'histoire a toujours montré que quand on pensait qu'il y avait une limite, il y a toujours quelqu'un qui, même de manière tout à fait légale, sans avoir recours à des procédés de tricherie, a franchi cette limite. Je pense qu'aujourd'hui, si moi je devais m'intéresser à l'amélioration de la performance sportive en général, et on peut même l'étendre à d'autres types de performances, je pense qu'aujourd'hui le domaine est vraiment dans les neurosciences. Je crois que là où les sportifs, et d'ailleurs c'est une tendance qu'on voit arriver, il y a des techniques maintenant d'apprentissage, de visualisation, il y a des aides maintenant technologiques qui permettent à certains sportifs d'améliorer leur gestuelle, d'améliorer leur concentration, certains processus cognitifs, etc. Et on a, je dirais, presque épuisé la bonne vieille physiologie musculaire, cardiaque ou chimique, et je pense qu'on va se tourner maintenant de plus en plus vers une optimisation de la performance mentale qui participe en grande partie à la performance sportive et à la performance physique. Docteur Jacomet. Alors, je ne suis pas un passionné des records. Et je crois que c'est très partagé dans l'humanité tout entière. Je crois que bien sûr,
on peut considérer que les limites de la puissance humaine sont reculables à volonté, puisqu'on battra des records par centième de seconde, millième de seconde, 10 millièmes de seconde, puis de toute façon, on réussira toujours à battre quelque chose, il n'y a pas de problème. Cela dit, ça tend quand même vers une asymptote, hein. Ça sera limité à un moment ou à un autre, hein. Mais je crois que la recherche d'un record n'intéresse pas grand monde. Ça intéresse le sportif qui veut pratiquer un plaisir solitaire partagé avec des journalistes avertis, mais les spectateurs n'en retiennent rien du tout à long terme. En revanche, le sport, je suis convaincu que c'est avant tout un effort. On se mesure à d'autres, on affronte un danger et on veut finalement gagner à la loyale dans l'adversité. Et c'est ce que retiennent tous les spectateurs et tous les pratiquants à long terme, à distance d'une compétition. Et l'esprit du sport, c'est vraiment ça, c'est la confrontation à la loyale dans l'adversité. Pour continuer un peu sur ce sujet du dépassement des limites humaines, on voit aussi que le problème du dopage rejoint un peu les interrogations actuelles portées par l'évolution de la médecine. De toute évidence, les progrès fulgurants des technologies NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique cognitive. On est en train de passer d'une médecine qui soigne ou qui répare à une médecine qui améliore. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer que le sport puisse échapper à cette grande vague qui déferle depuis la Silicon Valley. Donc si aujourd'hui un bras bionique remplace un bras amputé, qu'est-ce qui l'empêchera demain de rendre le bras ou l'homme plus fort ? Il y a des rétines artificielles qui permettent de soigner quelques cécités. Qu'est-ce qui l'empêchera demain pour un tireur qui aura recours à ce genre d'artifice technologique de mieux tirer, par exemple, ou un cœur artificiel de courir plus vite ? Est-ce que déjà vous êtes préoccupé par cette évolution de la médecine et est-ce que vous avez une intuition du visage que prendra alors la lutte contre le dopage ? Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que là, on rentre directement dans la sociologie. En fait, je pense qu'il y a un affrontement, et c'est très paradoxal pour moi, entre deux valeurs essentielles que porte le sport, au sens large. La première, c'est la valeur d'intégration. Le sport est un moyen d'intégration de certaines minorités. Ça peut paraître ringard de dire ça, mais il y a encore quelques années, les femmes, dans certains pays, n'avaient pas le droit de faire du sport, et c'est toujours le cas dans certains pays. Donc on voit qu'on peut intégrer des groupes de gens pour faire du sport, des gens qui sont en difficulté sociale, des gens, etc., y compris des gens qui souffrent de handicap physique ou de handicap mentaux. Donc, et ça, c'est extrêmement bien, c'est une des valeurs probablement les plus nobles du sport. Et si on pousse cette valeur au paroxysme avec ce que vous venez d'évoquer, la conséquence de ça, c'est de dire, mais alors, la personne qui est amputée, mais qui a une prothèse cheetah, par exemple, ou une blade, etc., pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas courir avec les autres ? Et là, il y a télescopage avec l'autre valeur essentielle du sport, qui est la règle et l'équité, qui est aussi une valeur, et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit deux valeurs intrinsèques qui, normalement, devraient cheminer parallèlement, s'affronter. Et c'est un véritable problème de société. Alors, c'est vrai que, pour moi, je pense que la valeur intégrative du sport, elle concerne le sport tout venant, l'activité physique, peut-être même pas de compétition, sur un mode loisir ou compétition amateur. Mais je pense que le respect de la règle, bien sûr, ça doit prévaloir à tout niveau, mais d'autant plus important au très très haut niveau. Et ça, c'est un réel problème de société, et on le voit dans les affaires qu'on a connues, c'est-à-dire, par exemple, encore une fois, en athlétisme, quand Oscar Pistorius a voulu courir avec des valides, avec ses amputés, alors qu'il était amputé des deux jambes. Plus récemment, avec Marcus Rem, un sauteur à longueur allemand, qui fait des performances incroyables parce qu'il a une prothèse, etc. Et il veut concourir avec les valides. Et il y aura de plus en plus d'exemples comme ça. Ça, c'est très très clair. Ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose. Alors là, on peut se projeter beaucoup, beaucoup plus loin, mais c'est la notion de transhumanisme. Et c'est très bien décrit par Attali, d'ailleurs. Jacques Attali parle très très bien de ça, dans une des tendances. Alors, on est à 40 ans, 50 ans, 80 ans, 100 ans. Cette espèce de... On a l'impression que l'humain porte en lui la volonté ou la nécessité de se biotechnologiser, si je puis dire. Et à une extrême que nous ne connaîtrons pas, jamais, qui est ce qui était dans le film, à mon avis, Besson a un peu gâché le thème, mais c'était le film Lucie, où on voit très très bien qu'à la fin, il y a une dématérialisation complète de l'humain, sous forme de signaux numériques, électroniques, et voilà. Donc, alors, bien sûr, c'est de la science-fiction, mais on voit quand même bien que cette tendance est en train de s'amorcer. Et effectivement,
pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, ça va poser de gros problèmes en matière de réglementation sportive, d'équité. Là, on n'est même plus dans le cadre du dopage, quoi. C'est un cadre qui dépasse la réglementation. Docteur Jacob. Moi, je suis plus un terre à terre, un rationnel, pratique. Je pense que c'est très intéressant de regrouper les performances dues à l'amélioration de moyens techniques ou autres, et que les autorités du sport vont régler ce problème en créant des catégories à part, comme on voit en sport mécanique. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire la traversée de l'Atlantique avec une coque de noix ou avec un foil, mais ils ne seront pas classés dans la même catégorie. Et ça permettra ensuite d'analyser les performances, de les comparer, et peut-être de progresser d'ailleurs dans la pratique de certains sports. Écoutez, nous avons fait le tour des différentes questions qu'on souhaitait aborder aujourd'hui. Docteur, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt pour un prochain débat du comité monégasque antidopage. Merci. Merci. Merci.